de sortir de l'auberge, malheureusement. Alors, on entre dans le vif du sujet. Je tiens à le dire que Odyssée des migrants, un magnifique livre que je conseille à tout le monde. Lui est approuvé également, sauf qu'il faut le souligner, la couverture ne donne pas envie de lire. Je vous taquinais, elle n'était pas très jolie. Il y a également des petites coquilles, mais sinon, c'est magnifique comme œuvre. Alors, une première question. Odyssée des migrants, un livre tiré de la réalité où il y a une dose de fiction. Il n'y a aucune fiction dans ce livre. Tout ce que nous avons écrit relève d'abord de mes propres expériences ou bien d'expériences d'autrui. J'ai noirci au moins une trentaine de cahiers au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour écrire ce livre. Donc il n'y a aucune page qui relève de la fiction. Tout ce qui a été écrit dans ce livre. Donc Amoul Yakar, qui est un personnage du livre, n'est pas un personnage né de fruits de votre imagination. Si et non. Si ça relève de mon imagination, parce que on peut le considérer comme un nom générique. Amoul Yakar, n'importe quel jeune aujourd'hui au Sénégal peut s'appeler Amoul Yakar. Bien qu'au sens sans espoir. Sans espoir. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Donc à partir de là, nous avons romancé, bien sûr. Nous avons romancé. Mais tout ce qui a été écrit relève effectivement de la réalité. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le résumé, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé du livre, comme ça les gens puissent aller lâcher? Absolument. Ça parle de quoi? Ce livre relève d'une réponse à une question. Tout simplement, quand nous avons été en Côte d'Ivoire, j'ai accompagné 2 Sénégalais qui partaient pour la Libye. J'ai essayé de les dissuader de partir. Mais bien sûr, c'était impossible. Ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils veulent, c'est que je leur serve d'interprète. Parce qu'ils étaient analphabètes. Donc, je les ai accompagnés à la gare routière d'Adjamé. Là, nous avons rencontré un chauffeur de bus. Quand j'ai exprimé, je lui ai dit que mes amis voulaient partir pour la Libye, mais en passant par l'Algérie, notamment la ville de Tamanrasset. Le chauffeur de bus, qui est un rastaman, qui nous avait bien accueillis, lorsque je lui ai dit ce que nous voulons, il s'est rebiffé. Il s'est mis en colère. Alors, il m'a posé une question. Il m'a dit, partout où je vais en Afrique, je raconte des Sénégalais. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire. Partout où je vais, je raconte des Sénégalais. Et ils n'ont tous qu'un seul désir, partir en Libye. Ensuite, il m'a posé cette question. Qu'est-ce qui se passe chez vous, mon frère, pour que tous les Sénégalais veulent prendre la mer? Donc, c'est à cette question-là que nous avons voulu répondre dans ce livre. Et la réponse, ça donne quoi? La réponse, tout simplement que, là, j'ai fait un parallèle pour apporter la réponse entre la migration animale. La plus grande migration animale au monde se trouve en Afrique. La transhumance. La transhumance animale. C'est-à-dire que donc, chaque année, vers le mois de mai, les animaux quittent le parc national de Serengeti, qui se trouve en Tanzanie, pour aller au Kenya, dans le Masai Mara. Donc, les animaux font un parcours de 3000 km par an. Pourquoi? Parce que vers le mois de mai, l'herbe se raréfie au centre national de Serengeti. Donc, ils sont obligés de partir, faire 3000 km pour trouver de quoi manger. Donc, ce qui est valable pour les animaux est aussi valable pour les hommes. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, l'homme aussi quitte son lieu pour aller chercher un avenir ou bien un meilleur être ailleurs. Et cela, quels que soient les dangers parcourus. Les causes au Sénégal, ce phénomène, il faut également le souligner que le phénomène tend à disparaître. Ce n'est plus comme avant, avec les années 2000. Non, là d'après les statistiques, d'après les... Et là, vous faites erreur. Là, vous me parlez du problème de Barça et Barça. Oui. Ça, donc, les Sénégalais qui ont quitté le Sénégal pour aller en Espagne. Ça, c'est ce problème qui a disparu. Ouais. Mais le problème, c'est aggravé au niveau de la Libye. Avec des Sénégalais? Il y a énormément de Sénégalais. Vous allez en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas, mais la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la migration en Afrique. Pourquoi? Parce que quand le migrant quitte le Sénégal, par exemple, ou bien quitte le Mali, ou bien quitte le Burkina Faso, c'est un homme désargenté. Il n'a absolument rien dans la poche. Donc, il a besoin d'argent pour aller en Libye. Si vous regardez la carte de l'Afrique, quel est le pays où le migrant a plus de chances de trouver un peu de travail pour aller? C'est pas au Mali. C'est pas au Burkina Faso. C'est où? C'est en Côte d'Ivoire. Donc, tous les migrants qui ont envie de partir en Libye, la majeure partie vont en Côte d'Ivoire. Et là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 2500 francs par jour, 3500 francs par jour, alors ils font leur petite économie. C'est à partir de 200 000 francs, 300 000 francs, maintenant qu'ils se décident de passer la frontière, le Niger, ensuite Niamey. Très rapidement, Niamey, le trajet. Voilà. Ça se passe comment? Le trajet,
Par exemple, il quitte le Sénégal. Il passe par le Mali. Ensuite, la Côte d'Ivoire, le Niger, là, Niamey, ensuite Agadez, Arlit. Arlit, c'est la frontière avec la Libye, avec tous les risques qu'ils ont. Bien que... Pour combien de temps Bon, je l'ai dit dans mon livre, le parcours du migrant relève de la technique de la grenouille. Donc, il procède par bond. N'est-ce pas? Il quitte le Sénégal, il n'a que 30 000 francs. Donc, il va au Mali. Il passe peut-être 6 mois, 7 mois, le temps de revenir quelque chose, il passe en Côte d'Ivoire. Là, il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, entre le moment où il quitte le Sénégal pour partir en Libye et le moment où il arrive en Europe, ça peut faire 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parce qu'il n'a absolument rien. Alors, on va parler, avec votre enquête, on va rester. Quelles sont les vraies causes qu'on n'aborde pas en général pour expliquer le phénomène? Le phénomène de la migration doit être abordé. Pour l'aborder, il faut être honnête. Il faut être sincère. Il ne faut pas avoir peur. En ce qui concerne les autres pays, par exemple, vous prenez le Sénégal, en 2015, occupait la 3e place des pays exportateurs de migrants, proportionnellement à la population, derrière la Gambie et le Nigeria. Mais réellement, le Sénégal occupe la 4e place des pays exportateurs de migrants en Afrique, derrière le Soudan du Sud, le Mali, l'Érythrée et parfois on dit la Somalie. On peut comprendre. Et des pays qui ont des difficultés, mais voilà, qui ont des problèmes de guerre civile et autres. Mais donc là-bas, on comprend. Donc on se pose la question, qu'est-ce que le Sénégal fait dans ce groupe-là? On comprend au Soudan du Sud, on peut comprendre au Mali, on peut comprendre d'autres. Mais un pays de démocratie, un pays de liberté, un pays où on dit que c'est Cheikh Anta Diop, Cheikh Ahmadou Bamba, n'importe autre. Pourquoi le Sénégal occuperait cette 4e ou 5e place? Eh bien, c'est tout simple. D'abord, il y a la dilapidation des ressources halieutiques. La dilapidation des ressources, le pillage des ressources halieutiques. Le phénomène Barça et Barsac est là pour en témoigner. D'abord, les contrats scandaleux que Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng, d'abord. Ensuite, Abdoulaye Wade et Khoureychi Thiam, ensuite, vous avez aussi Ali Haïdar, et aujourd'hui Macky Sall. Tous les contrats de pêche signés par le gouvernement sénégalais ont abouti à un pillage systématique des ressources halieutiques du Sénégal. Vous savez que le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, ce qu'on appelle le golfe de Guinée, sont les côtes les plus poissonneuses du monde. Si le Sénégal en arrive aujourd'hui à faire de la pisciculture, vous vous rendez compte de la situation dramatique à laquelle se trouvent aujourd'hui les pêcheurs. Donc, pillage des ressources halieutiques, d'abord par le gouvernement, ensuite par les bateaux pirates, les Européens, les Chinois. Ensuite, il y a la corruption et la malgouvernance au Sénégal. Alors, en général, juste une petite question avant d'aller en pause. En général, c'est les médias occidentaux qui nous expliquent l'ampleur des dégâts avec leur élément de langage qui leur est propre. Est-ce que les récits sont fidèles? Les récits sont fidèles, mais partiels. Tout simplement parce qu'eux, ils ne conçoivent la migration qu'à partir de la Libye. Donc, quand le migrant est déjà dans une situation de détresse, donc la Libye, ensuite l'Europe. Moi, j'ai voulu aller en amont. Donc, combler la première partie. Et la première partie, c'est la première partie la plus importante. Parce que c'est la première partie qui explique la seconde partie. Donc, il faut aller en amont avant d'aller en aval. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, la migration, mais en amont. Voilà. Je rappelle que vous suivez votre magazine Hashtag News sur Vibe Radio 102.3 et nous recevons Serigne Mbacké Ndiaye, auteur du livre L'Odyssée des migrants. On marque une petite pause et on revient. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction tous les samedis sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio 102.3 Hashtag News, première partie. Mamadou Fall Abdou Khad Seck pour vous accompagner pendant 1 heure de temps et nous recevons Serigne Mbacké Ndiaye, auteur du livre L'Odyssée des migrants. Khad, on continue avec vous pour les questions. Absolument, on continue avec Serigne Mbacké Ndiaye qui est l'auteur, comme vous l'avez dit, de L'Odyssée des migrants. Alors, vous avez également annoncé pas mal de questions d'ordre sociologique, notamment une analyse très lucide de la religion, mais plus particulièrement des confrères. Une question quasi taboue dans l'espace public sénégalais. Est-ce que ce courage ne risque pas de vous coûter très cher, d'autant plus que vous dites que nos marabouts qui sont considérés comme des régulateurs sociaux sont à l'origine des bombes qu'ils veulent désamorcer? Absolument. Absolument. Vous savez, le problème
des marabouts au Sénégal, c'est un problème tabou. Et pourtant, les marabouts sont les premières causes de la situation de dégradation dans laquelle se trouve notre pays. Oui, c'est fort. C'est fort. Parce que j'ai décidé c'est fort. J'ai décidé de secouer le cocotier du siège en recevoir quelques noix sur la tête. Voyez-vous? Aujourd'hui, et je suis parti de très loin. Je suis parti de 1914. 1914, c'est à ce moment-là que Blaise Diagne est devenu le premier député noir de l'Afrique. À ce moment-là, être élu député noir, ça relevait de l'impossible. Mais si Blaise Diagne est devenu le premier député, c'est parce qu'il a eu le soutien des marabouts, notamment de Cheikh Anta Mbacké. C'est à ce moment-là que le fameux Ndigal, consigne de vote, est entré dans l'imaginaire sénégalais, conforté par les élections de 1951, où Senghor est devenu député en battant Senghor le chrétien, issu d'une minorité, qui est devenu député en battant Lamine Gueye, le musulman. À partir de là, à ce moment-là, c'était la période avant les indépendances. Donc, il fallait que les politiques et les religieux se donnent la main. C'était une sorte de mariage, de raison. Pourquoi? Pour sauver le Sénégal. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette relation noble s'est dégradée, s'est pervertie. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Tout simplement à une oligarchie maraboutique qui profite de la situation de Mbacké, de Niass. Non pas pour permettre aux Sénégalais de vivre, c'est-à-dire donc d'être des échos, d'être des recours, mais tout simplement pour s'en donner plein les poches. Aujourd'hui, les marabouts sont devenus, comme je l'ai écrit, une bombe sociale. J'ai entendu le khalife général des Tijanes dire que le Sénégal court vers une guerre civile si les politiques ne s'entendent pas, s'ils continuent leur bisbille. Moi, 2 ans avant, j'ai dit que la bombe sociale va exploser. Donc, guerre civile et bombe sociale, nous avons fait le même diagnostic. C'est une question de sémantique, mais c'est juste une différence sémantique. Mais là où on diverge, lui et moi, ce sont les causes. Lui, il estime que ce sont les bisbilles anti-politiciens qui vont causer le problème au Sénégal. Non. C'est le processus de dégradation sociale. C'est cette pauvreté indicible, cette indigence. Aujourd'hui, les Sénégalais sont à bout. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous avez d'une part des politiciens qui ne pensent qu'à eux et d'autres marabouts qui auraient dû servir de recours et qui malheureusement ne servent plus ce recours-là. Tout simplement, ils ne poursuivent que leurs propres intérêts. Aujourd'hui, il y a un duo marabout-politicien qui continue un pillage systématique de nos ressources. Savez-vous qu'au Sénégal, sous Abdou Diouf, il y avait 2000 cérémonies religieuses. Sous Abdoulaye Wade, sous Macky Sall, il y en a 6000. 6000 cérémonies religieuses actuellement au Sénégal. Vous avez d'autres exemples. Sidi Lamine Niass en a témoigné. Il était là. Lorsque le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a donné une valisette de 100 millions au khalife général des Niassènes. Vous avez Pape Diop, le ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui l'a aussi reconnu. Il disait que les marabouts m'ont fatigué. Pourquoi? Parce qu'il faisait la rang chez moi, dans mon bureau pour me dire Abdoulaye Wade vous demande de me donner 5 millions. Vous avez l'autre, comment il s'appelle, cet olibriste-là, Moustapha Cissé Lo, qui l'a aussi reconnu. Quand les marabouts ont incendié sa maison, lui aussi il l'a dit. Ce que je peux faire pour les Mbacké, c'est leur donner, arranger des enveloppes chez Macky Sall. Cela veut donc, aujourd'hui, c'est l'État qui nourrit les marabouts. Donc vous avez aussi le pillage non seulement des ressources, mais aussi le pillage des terres. Vous avez le pillage foncier. Vous avez Khelcom. Combien Dangote a donné aux marabouts pour récupérer cette terre? Donné à Abdoulaye Wade 24 milliards à l'époque, on avait dit. Cette semaine-ci, j'ai entendu. Non, c'est ce pillage systématique. Ces marabouts qui ne jouent plus leur rôle. Alors, vous pensez que la solution serait de faire comme en France? Il y a eu le concordat, un divorce entre l'Église et l'État. Est-ce que c'est impératif ici, au Sénégal, qu'il y ait un divorce entre l'État et le pouvoir religieux? Tout plan de développement qui n'intègre pas une rupture définitive, irréversible, marabout politique est voué à l'échec. Je parle dans mon livre de sauts troués, de sauts percés avec d'énormes petits trous, que des hommes, des femmes et des enfants s'évertuent vainement à plonger dans un puits pour tirer de l'eau. Mais à chaque tentative, l'eau se déverse. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'eau se déverse avant d'avoir été tirée. Donc les Sénégalais continuent
à avoir soif alors que l'eau potable est à leur portée. Belle métaphore. Brièvement, on va parler, on est dans une société où on a coutume de dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne craignez-vous pas d'être un véritable incompris. Je répète ce que je disais. Il y a un philosophe qui disait que heureux celui par qui le scandale arrive. Ça donc, quand tout le monde voit la vérité et quand tout le monde préfère se taire pour une raison, pour une autre, celui qui se lève pour dire c'est ça la vérité, peut-être, c'est vrai, il va y avoir un retour de bâton, mais au moins il aura servi. Électrochoc. Non, au moins il aura servi de l'électrochoc. Voilà, il aura rendu un grand service à la majorité. Parce que là, ce que je dis, la plupart des Sénégalais se le disent, mais ils le savent, mais ils n'osent pas le dire. Peut-être qu'avec moi, ils vont enfin... Mais également, vous n'avez pas été tendre avec la lutte, qui génère beaucoup d'argent, il faut le rappeler. En quoi ce sport tant adulé par les Sénégalais est un goulot d'étranglement? Tout simplement, la lutte, au début, la lutte est un sport noble. Malheureusement, tout cela participe du processus de perversion de tout ce qui au début était quelque chose de noble. Je parle des relations marabout-politiques. La lutte aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, la lutte, comme le football, c'est une tétine. Vous savez, une tétine, c'est une petite chose qu'on met dans la bouche de l'enfant parce qu'on n'a pas de quoi lui donner à manger. Hein? Voilà. Le football était cette tétine-là. Mais puisque l'équipe nationale de football n'a absolument gagné, il y a un changement de repère. Les gens se sont rués vers la lutte. Pourquoi? Peut-être pour combler un vide. Mais la lutte ne peut pas combler un vide. La lutte, dès l'instant que c'est un sport qui regroupe peut-être 5 000, 10 000, ça va. Mais quand toute une jeunesse ne pense qu'à la lutte pour s'en sortir, c'est pour cela que je l'ai dit dans mon livre. Lorsque Macky Sall aura fini son arène nationale, il faudra qu'on écrive au fronton, Monsieur le Président, tous ceux qui luttent pour avoir une chance de s'en sortir, de salir. Comme au temps des Grecs, les gladiateurs disaient avant de s'étriper, avec César, tu mourras salutant. Avec César, ceux qui vont mourir pour avoir une chance de s'en sortir, de salut. Une dernière question. Comment voyez le Sénégal à ce rythme dans 10 ans, 2027? Si ça continue, nous ne serons même pas ici en 2027. Le constat est très amer quand même. Voilà donc fin de la première partie de Hashtag News. Je rappelle que nous recevons Serigne Mbacké Ndiaye, auteur du livre L'Odyssée des migrants. Tout de suite, la version Wolof.